Pierre Bellemare, La peur derrière la porte. Terreur sans mobile. Dans l'appartement silencieux, le téléphone résonne longuement. La sonnerie se promène à travers un salon couleur feuille morte, aux meubles bas et aux divans profonds. Elle effleure les plantes rares, les bouquets précieux, franchit un couloir ocre carrelé de noir, une chambre de moine qui pratiquerait la religion du luxe sévère, tapis ras et lit de cuivre. La quatrième sonnerie se heurte à la porte d'une salle de bain, qu'une main hâtive et mouillée ouvre précipitamment. Carole Francet, professeure de biologie animale, 40 ans, célibataire et genevoise, se précipite en direction de l'appareil, laissant derrière elle un sillage de gouttelettes sur le parquet ciré. Elle est nue, entortillée dans une serviette et grogne toute seule après l'imbécile qui a choisi ce moment pour téléphoner. C'est donc d'une voix un peu essoufflée et rébarbative qu'elle dit « Allô ?» Pas de réponse. « Allô ?» Pas de réponse. « Allô ? Qui est à l'appareil ?»« Mademoiselle Carole Francet. »« C'est moi, oui. Qui est à l'appareil ?»« C'est de la part de l'homme du bateau. » « Vous devez faire une erreur de numéro. »« Non, mademoiselle Carole Francet, et vous le savez bien. »« Mais qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bateau ? Vous avez oublié votre croisière aux Antilles ? Qui êtes-vous ? Je suis l'homme à qui vous avez donné rendez-vous. » Ça suffit maintenant, je n'ai donné de rendez-vous à personne. La plaisanterie a assez duré. Carole Francet raccroche brusquement. La voix de cet homme, nasillarde, vulgaire et désagréable, l'a mise mal à l'aise. Une voix qui ne peut appartenir à aucun de ses amis ou collègues. D'ailleurs, aucun d'eux ne se prêterait à une plaisanterie aussi douteuse. L'univers de Carole Francet est celui d'une femme cultivée, aisée, de bonne famille. Un univers policé, harmonieux, comme son appartement, comme elle-même. Si Carole Francet vit seule, c'est qu'elle l'a délibérément choisi. L'image qui renvoie la glace immense de la salle de bain est celle d'un corps musclé, ferme, doré par le soleil des cours de tennis et de sa croisière aux Antilles. Carole fait la grimace en brossant ses courts cheveux châtains. Quel rapport y a-t-il entre cette croisière effectuée il y a une quinzaine de jours et ce coup de téléphone stupide ? Lorsque la sonnerie retentit à nouveau, elle sursaute nerveusement. Que faire ? Répondre ou laisser sonner ? Et si c'était quelqu'un d'autre ? Oui, mais si c'est lui ? Qui, lui ? Le premier coup de téléphone de l'inconnu a eu lieu le 8 septembre 1962. Une semaine plus tard, Carole Francet est assise devant un commissaire de police. Ce dernier l'écoute avec patience. « Êtes-vous sûr de ne pas reconnaître la voix de cet homme ? » ?»« Certaine, commissaire. D'ailleurs, je crois savoir comment il a eu mon numéro de téléphone. J'ai fait une croisière il y a quelque temps et sur le bateau, j'ai rencontré un confrère médecin. Nous avons sympathisé et au retour, je lui ai donné mon adresse et mon téléphone. Nous étions sur le pont juste avant de débarquer. Il a noté cela sur un morceau de papier qu'il a mis dans sa poche. Vous pensez donc qu'il l'a perdu et que quelqu'un d'autre s'en sert pour vous importuner ? Importuner est un mot faible, commissaire. Voilà 3 jours que cet homme me menace de mort si je ne viens pas à son rendez-vous. Faire surveiller votre téléphone, c'est à peu près tout ce que nous pouvons faire actuellement. Et encore, la surveillance sera limitée à quelques jours. Je vous conseillerais plutôt de faire changer votre numéro. À quoi bon ? Il a mon adresse. J'ai déjà reçu 2 lettres. Carole Francet montre au policier 2 cartes couvertes d'une écriture démesurée et comportant le même texte. Rendez-vous au bar du Lion d'Or à 15h. Il n'a jamais précisé le jour du rendez-vous ? C'est toujours pour le lendemain. Mais hier, il était plus nerveux. Il a dit que ma mort approchait si je ne venais pas demain, que c'était ma dernière chance. Je n'ai guère le temps de vous faire installer une écoute d'ici demain, malheureusement. Écoutez, commissaire, le plus simple serait d'envoyer un de vos hommes au rendez-vous. Et puis, qui va-t-il interpeller ? Tous ceux qui boivent au bar ? Nous n'avons pas le droit de faire ça, mademoiselle. Il faut un délit.
Mais cet homme me tyrannise. Je ne dors plus, je sursaute à toutes les sonneries, je n'ose plus répondre, ni laisser sonner. C'est à devenir folle. Qui vous dit que ce fou ne va pas mettre sa menace à exécution? En général, ce genre d'individu ne va jamais jusqu'au bout. Et s'il y allait? Je suis menacé de mort tout de même. J'ai le droit à la protection de la police. Si l'on devait protection à toutes les victimes des maniaques du téléphone, la totalité des policiers de Genève n'y suffirait pas. Croyez-moi, vous ne risquez rien pour l'instant. Vous allez me signer une demande d'écoute téléphonique. Si vous le désirez, le surveillant prendra tous les appels et répondra lui-même à votre maniaque. Cela suffit en général à faire cesser les menaces. Carole Frances signe la demande, mais elle est en colère. De toute évidence, le policier fonctionnaire ne prend pas sa peur en considération. Une femme seule, menacée par un fou, ça le concerne à peine. Et pourtant, Carole a le sentiment que quelque chose de grave risque d'arriver. Elle le dit au commissaire en partant. « Vous appellerez ça comme vous voulez, intuition féminine si ça vous amuse, mais je sens que cet homme est dangereux. Il y a des intonations de voix, des silences, je ne sais pas. C'est la première fois que cela m'arrive, mais j'ai la certitude que... » « Que quoi, Madame Frances ? Je ne sais pas, cela ne s'explique pas. Mais je vous le dis, vous êtes coupable aujourd'hui de non-assistance à personne en danger. » La jeune femme n'a jamais été aussi nerveuse de sa vie. Durant toute la journée, ses collègues et les étudiants qu'elle va côtoyer pourront en témoigner. Pourtant, elle ne parlera de ses ennuis à personne d'autre. Peut-être a-t-elle le sentiment d'être ridicule. En fin d'après-midi, elle tente de joindre à Rome Giancarlo Comecchi, le médecin rencontré lors de cette croisière. Mais elle n'y arrive pas. Il avait dit « Je suis dans l'annuaire de Rome ». Son nom y figure bien, mais la femme qui lui répond ne comprend rien aux explications de Carole. Une domestique sans doute qui ne sait que répondre « Le dottore est absent ». En rentrant chez elle, Carole ignore donc toujours si son compagnon de croisière a égaré le papier portant son adresse. Car elle ne veut pas imaginer une seconde qu'il soit responsable de cette mauvaise plaisanterie. Elle imagine ensuite que le personnage était un passager du navire, mais en faisant le tour des visages masculins dont elle se souvient, impossible d'attribuer à l'un ou à l'autre le rôle d'un maniaque. Des hommes mariés, pères de famille, tous, il faut bien le dire, d'un milieu social assez élevé qu'il est impossible de confondre avec un fou. Reste l'équipage. Carole en est arrivée à la conclusion, en effet, que le papier portant son nom et son adresse est tombé sur le pont et que quelqu'un l'a ramassé. Ce quelqu'un avait forcément vu la scène entre elle et le docteur Comecchi. Il a assisté à leurs adieux amicaux. Il a entendu leurs propos, c'est certain. Sinon, pourquoi aurait-il dit « Je suis l'homme à qui vous avez donné rendez-vous » ? Carole se souvient fort bien d'avoir dit, elle-même en serrant la main du docteur, « N'oubliez pas le rendez-vous ». Il s'agissait d'un congrès de médecine à Berne, au mois de décembre prochain, auquel ils devaient assister tous les deux. Le dernier coup de téléphone de Carole Frances ce soir-là sera pour la direction de la compagnie de navigation londonienne qui a organisé la croisière. Effort inutile, il est presque impossible de retrouver rapidement le capitaine et d'obtenir la liste de l'équipage formé il y a plusieurs mois. Le lendemain matin, après une nuit agitée et sans sommeil, Carole Frances quitte son appartement. Mais elle n'arrive pas à ses cours, elle disparaît. La concierge la voit passer vers 8 heures du matin, vêtue d'un pantalon noir et d'un blouson de cuir. C'est le seul témoin que la police pourra interroger. La disparition de la jeune femme est en effet vite connue. Le spécialiste des écoutes téléphoniques ayant trouvé porte close, le surlendemain, c'est donc avec 48 heures de retard que commence l'enquête. Et la police ne peut imaginer qu'une chose, Carole s'est rendue au rendez-vous du maniaque puisqu'elle a quitté son appartement seule et libre le matin fatidique. Rendez-vous au bar du Lion d'Or à 15 h. C'était le message, c'était la menace. Le commissaire Muller n'a guère de mal à repérer le bar du Lion d'Or. Un lieu classique, ouvert de midi à minuit, ne servant que des cocktails et des alcools et abritant des rendez-vous discrets. Le barman se souvient bien d'une jeune femme aux cheveux châtains, courts, en pantalon et blouson.
Elle est entrée seule et s'est installée au bar. Elle a demandé un café. Je n'ai même pas eu le temps de lui expliquer qu'on ne servait pas de café. Un type le rejoint et ils sont allés s'asseoir à une table. Mais elle n'a pas pris de consommation. Ils avaient l'air de se disputer. Comment était l'homme? Pas très grand, un imperméable foncé. Le visage? Rien de spécial, mais ce n'est pas la première fois que je le voyais. Il est venu plusieurs jours de suite, tout seul. Il avait l'air d'attendre. Essayez de le décrire un peu mieux. C'est un dingue. Il menaçait la jeune femme de mort. Ils sont partis ensemble? Ensemble, oui. Ils n'avaient plus l'air de se disputer, mais c'était le grand froid. Alors le type, les yeux, les cheveux, le nez, faites un effort. Lunettes, c'est tout ce que je peux vous dire. Cheveux rares. Pour le reste, je n'ai pas vraiment fait attention. L'air d'un type moyen, pas beaucoup d'argent ni d'allure. Il buvait du vin blanc. Voiture? Profession? Aucune idée. À quelle heure sont-ils partis? Environ un quart d'heure après qu'elle est arrivée. Le seul détail dont je me souvienne, c'est que pendant qu'il payait sa consommation, elle lui a dit « Je ne vous crois pas ». Comment ça? À propos de quoi? Bah, j'en sais rien. Il ne parlait pas. Il fouillait dans sa poche et elle a dit ça abruptement, comme si elle venait de réfléchir à quelque chose. Les témoignages du concierge et du barman, ainsi que la vérification des 2 coups de téléphone donnés par Carole à Rome et à Londres, n'apprennent rien de plus. Sinon que le médecin romain confirme avoir perdu le papier contenant l'adresse de Carole. Mais c'était sans importance, il l'avait noté presque aussitôt dans son carnet. La police est donc devant un mystère total. Où chercher? Par où commencer? Est-on sûr d'abord que la jeune femme a disparu de manière anormale? Il semble qu'elle ait suivi l'homme de son plein gré. Toutes les hypothèses sont envisageables, y compris celle d'un amoureux jaloux ou farceur. Il faudra donc encore une semaine avant que la police prenne véritablement l'affaire en main, une plainte contre X ayant été déposée par le frère de Carole. Son compte en banque n'a pas été touché. Le téléphone ne sonne plus chez elle que pour des communications normales et l'écoute ne donne rien. L'enquête piétine. 2 mois passent. Et puis, le 10 septembre 1962, vers 8 heures du matin, la concierge de l'immeuble fouille précipitamment un tiroir à la recherche du numéro de téléphone laissé par la police. « Allô? Commissaire Muller? C'est la concierge de Mademoiselle Frances, celle qui a disparu. Dépêchez-vous, il y a quelqu'un dans l'appartement. » Comment savez-vous qu'il y a quelqu'un? On a ouvert les volets de la chambre. Ne bougez pas de la loge, je vous envoie 2 hommes. Vous leur donnerez votre clé, surtout ne tentez rien. Devant la porte de l'appartement de Carole Frances, quelques 20 minutes plus tard, 2 policiers tendent l'oreille. La concierge se dévisse le cou à l'étage inférieur, curieuse mais prudente. L'un des policiers frappe à la porte et, n'obtenant pas de réponse, utilise la clé fournie par la concierge. Les 2 hommes pénètrent dans l'appartement silencieux, qui sent la poussière et le renfermé. Personne dans le salon, personne dans la cuisine ni le couloir. C'est dans la chambre qu'il y a quelqu'un. Carole Frances est étendue sur son lit, les yeux mi-clos. Sur le sol sont jetés des vêtements sales et déchirés dont elle s'est dépouillée pour revêtir une robe de chambre fleurie qui contraste avec son visage émacié aux yeux cernés. À l'entrée des policiers, elle sursaute. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? La police? Déjà? Laissez-moi tranquille, je vous en prie, le cauchemar n'est pas fini. » « Que vous est-il arrivé, mademoiselle? On vous recherche depuis 2 mois. » Carole Frances se redresse péniblement. Son teint est jaune, elle semble avoir vieilli de 10 ans. Elle est sale, dépeignée, couverte de bleu et de traces de coups. Son regard est dangereusement vide. « Ce qui est arrivé? Vous voulez le savoir maintenant qu'il est trop tard? » La voix aussi a changé. Cassée, brisée, avec des pointes suraigus et des silences essoufflés. C'est une malade que voient les policiers, une femme qui a subi une épreuve terrible et qui avoue une chose terrible. « Je l'ai tué hier soir, je l'ai massacré. Vous comprenez ce que ça veut dire, massacrer quelqu'un? Je l'ai tué, j'ai fait pire que tuer, j'ai écrasé. » « Il faut nous suivre, mademoiselle. »« Non, je n'irai nulle part, je ne sortirai plus d'ici, plus jamais. » Carole Frances a été transportée à l'hôpital.
et c'est seulement quelques jours plus tard, après avoir subi un traitement, calmée, presque anesthésiée, qu'elle a raconté. 2 mois de séquestration, 2 mois d'enfer. L'homme, dont elle ignore encore le nom et les mobiles, et qui ne sera identifié que plus tard, cet homme s'est acharné sur elle pendant 2 mois. Il voulait m'expliquer que j'étais responsable de tous ses malheurs. Il m'a raconté une histoire extravagante dans ce bar. Il prétendait être le fils de mon père qui l'aurait abandonné. Il avait les preuves chez lui. Il disait qu'il était devenu fou et clochard par sa faute, alors que moi, je vivais dans le luxe. J'ai eu pitié de lui. Il a voulu m'entraîner chez lui, mais j'ai refusé. Alors nous sommes sortis du bar et nous avons marché. Je l'écoutais débiter son histoire et plus je l'écoutais, plus je me rendais compte qu'il disait n'importe quoi. Il avait tout simplement récupéré sur le quai le papier avec mon adresse que le docteur avait laissé tomber. C'était un pauvre type sans travail qui vivait d'escroqueries minables. Il a dû faire de la prison plusieurs fois. Je crois qu'il était anglais, mais j'ignore d'où il venait. Nous sommes arrivés près d'un parking au bord du lac. Là, il m'a assommé. Il a dû me transporter en voiture jusque chez lui, une espèce de maison délabrée, près d'une voie de chemin de fer. Je me suis réveillé 2 fois dans la voiture, et 2 fois, il m'a assommé avec une matraque. Je croyais mourir, mais ça a été pire ensuite. Il m'a attaché sur un lit, complètement ficelé des pieds à la tête, et il venait régulièrement me faire de grands discours. Dès que je me plaignais ou que je voulais le calmer, il se jetait sur moi pour me battre, avec tout ce qui lui tombait sous la main. Parfois, il disparaissait 2 ou 3 jours et me laissait presque mourir de soif et de faim. Un jour, il est revenu avec des chaînes et des cadenas. De temps en temps, il me nourrissait lui-même. C'était écœurant, épouvantable. J'ai été malade, il ne m'a même pas détaché. J'étais paralysé, mes jambes, mes bras, plus rien ne voulait fonctionner. Et puis un jour, je ne sais plus quand, j'ai dû m'évanouir. Un coma qui a duré longtemps sûrement, et il a dû me croire morte. J'ai repris conscience, enveloppé dans des chiffons, des sacs, un drap par-dessus la tête. Mais il m'avait détaché, et il avait joint mes mains comme pour une morte, en les attachant avec un mouchoir. Pendant toute une journée, je n'ai pas osé bouger. Il n'était pas là. Je ne l'entendais pas. J'étais si faible. Enfin, j'ai pu me traîner hors du lit et j'ai trouvé à boire. Je ne pouvais plus manger, mais je buvais sans arrêt. Il n'y avait qu'une pièce dans cette maison. À un moment, j'ai entendu la voiture arriver. Je me suis alors caché derrière la porte. J'ai pris un morceau de bois par terre, le plus gros que je pouvais soulever, un morceau d'une poutre, je crois. Et quand il est entré, j'ai frappé. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai eu de la chance, il est tombé aussitôt. Son crâne saignait. J'ai frappé encore. J'étais folle. Je frappais, assise par terre. Je n'avais plus de force, mais j'aurais voulu qu'il rentre dans le sol, qu'il disparaisse dans la terre, comme une bête nauséabonde. J'ai dû rester 2 ou 3 jours malade, à grelotter de fièvre, incapable de me tenir sur mes jambes, incapable de faire démarrer la voiture. Et puis j'ai mangé des provisions qui traînaient. Je suis sorti. Je n'ai pas pris la voiture, je n'aurais pas pu la conduire. J'ai marché un moment, j'ai retrouvé la route du lac. Il faisait nuit. Je suis rentré chez moi comme une automate. J'avais encore mes clés dans la poche de mon pantalon. Non, je n'ai pas pensé à prévenir la police ou à arrêter quelqu'un. Je ne pensais plus. Je n'étais plus rien. Je ne serais plus jamais la bête. L'homme identifié sous le nom de Mitchell Arpad était un apatride âgé de 37 ans, expulsé de plusieurs pays, sans profession ni domicile fixe. Il avait dû suivre Carole jusqu'en Suisse, depuis le quai d'Angleterre où il l'avait aperçue pour la première fois à sa descente du bateau. Pourquoi ? Folie, c'est tout. Sous des apparences et un comportement normaux, cet homme était un aliéné, justifiable de l'internement. Mais les petits délits qu'il avait commis jusque-là n'avaient incité personne à s'occuper plus profondément de son état mental.
ballotté d'un pays à l'autre, parlant plusieurs langues, sans famille, sans racines, né à Budapest en 1925. De qui? On l'ignore. Parti comment? Élevé par qui? Mystère. Une fosse commune d'un cimetière de Genève a recueilli son corps. Et Karol Franze a essayé d'oublier. Mais ce fut sans doute difficile.